Je savais que quelque chose clochait. Mon mari n'était plus le même. Il partait plus tôt, rentrait plus tard, et son regard, ce n'était plus celui d'un homme amoureux. Un soir, pendant qu'il prenait sa douche, j'ai vu son téléphone vibrer sur la table de nuit. Un simple nom s'affichait, Sophie. Je suis restée figée. Sophie. L'ex. Celle qu'il n'a jamais vraiment oubliée. Celle dont il parlait comme d'un premier amour tragique. Mon cœur s'est emballé. Je n'ai pas voulu ouvrir les messages, mais l'écran s'est rallumé. Et tu me manques. Comme avant. Je me suis sentie trahie. Pas seulement à cause du message. Mais parce que, soudain, tous les petits moments récents prenaient sens. Les silences. Les absences. Les regards fuyants. Pendant 20 ans, je l'avais soutenu. Pendant qu'il galérait à lancer son entreprise, c'est moi qui avais mis ma carrière entre parenthèses. Et maintenant, il me manquait de respect, pour une histoire vieille de 2 décennies. Le soir même, j'ai organisé un dîner en famille. Rien de spécial, juste nous 3. Moi, Marc, et notre fils, Léo. Je voulais voir si mon instinct me jouait des tours, ou pas. Mais j'ai eu ma réponse avant même de poser la première question. Il n'a pas touché à son assiette. Et à peine j'ai demandé « Tu veux me parler de quelque chose ?» il a levé les yeux, comme soulagé. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Je crois que je suis encore amoureux d'elle. » Juste ça. Comme s'il me disait qu'il avait oublié le pain. Je n'ai pas crié. J'ai juste posé ma fourchette. J'ai regardé Léo. Il nous observait en silence, l'air surpris mais pas choqué. Et puis Marc a ajouté. Je pense que ce serait mieux si je partais quelque temps. Le « quelque temps » s'est transformé en « définitivement 2 jours plus tard ». Mais ce n'est pas le pire. Non. Le pire, c'est que Léo, mon fils, mon bébé, celui que j'ai allaité, accompagné à l'école, consolé la nuit, a décidé de le suivre. Il est monté dans la voiture avec son père, sans même me regarder. Comme si j'étais la pièce inutile du puzzle. Comme si j'étais déjà remplacée. Je suis restée seule. Dans une maison pleine de souvenirs, avec une assiette encore chaude devant moi. Je ne savais pas encore que le plus dur restait à venir. Que la trahison ne faisait que commencer. Que mon rôle de mère, de femme, de pilier, allait être effacé, d'un seul coup, comme si je n'avais jamais compté. Et pourtant, ce soir-là, en silence, quelque chose a commencé à mourir en moi. Mais autre chose a commencé à naître. 3 jours après son départ, Marc est revenu. Pas pour s'excuser. Pas pour parler. Il est venu avec une enveloppe. Dedans, les papiers du divorce. Je me souviens encore de ces mots, glacial, presque administratif. Je préfère qu'on fasse ça proprement. J'ai rencontré quelqu'un. Enfin, tu sais déjà qui. Oui. Sophie. Celle qu'il avait juré d'avoir oubliée. Celle qu'il n'a jamais cessé de suivre sur Facebook, même en douce. Elle vivait à l'autre bout du pays. Jusqu'à ce qu'elle revienne par hasard dans notre ville. Tu parles d'un hasard. Je n'ai rien dit. J'ai simplement hoché la tête. Ce n'était pas le moment de m'effondrer devant lui. Il ne méritait pas mes larmes. Mais ce qui m'a le plus transpercé, c'est ce qui est arrivé après. Léo est arrivé en courant dans le salon, comme si c'était Noël. Il a lancé. Papa, j'ai dit à mamie qu'on allait bientôt emménager chez Sophie. Elle a l'air trop gentille. J'ai cru que le sol se dérobait sous mes pieds. Mon propre fils. Mon enfant. Il avait déjà intégré que je n'étais plus qu'un point d'interrogation dans cette histoire. Une présence fade. Remplaçable. Ce soir-là, j'ai tenté une dernière conversation avec lui. Je me suis assise sur son lit, j'ai pris sa main. Et je lui ai dit calmement. Et tu sais, maman ne va pas très bien. J'ai mal en ce moment. J'aurais besoin que tu me parles. Que tu me dises ce que tu ressens. Il a retiré sa main. Il m'a regardé, et avec cette brutalité qu'ont parfois les adolescents, il a balancé. Et tu n'es jamais contente. T'es toujours fatiguée, triste. C'est normal que papa veuille autre chose.
Sophie, au moins, elle sourit. J'ai eu envie de hurler. Mais j'ai compris. À ses yeux, j'étais déjà remplacée. Ce que j'appelais notre famille s'était transformé en une illusion. Et dans cette illusion, je n'étais plus qu'un frein à leur bonheur. Marc a demandé la garde exclusive. Il a dit au juge que je n'étais pas stable émotionnellement. Que je traversais une période difficile. Ce n'était pas faux. Mais c'était lui, la période difficile. Et ce qui m'a anéanti, c'est quand Léo s'est levé devant tout le monde, bien droit, et qu'il a dit : Je pense que mon père mérite d'être heureux avec la personne qu'il aime. Je préfère vivre avec lui et Sophie. C'est là que je me sens chez moi. Personne dans la salle ne respirait. Et moi, là, planté au milieu, j'ai compris que je me battais pour un rôle qu'on m'avait déjà retiré. Que dans leur histoire à eux, j'étais devenue l'intruse. Alors j'ai fait quelque chose d'impensable. Quelque chose que personne ne comprenait. J'ai arrêté de me battre. Pas parce que j'abandonnais. Mais parce que je refusais d'être la femme suppliante dans l'ombre d'un vieux fantasme. Je suis sortie du tribunal sans mots. Pas une larme. Pas un cri. Mais ce que personne ne savait encore, c'est que cette femme silencieuse qu'il venait d'enterrer allait bientôt renaître, plus forte qu'il ne pourrait jamais l'imaginer. Le jour de l'audience finale, j'étais là. Présente. Digne. Mais à l'intérieur, j'étais en miettes. Léo était assis du côté de son père. Sophie était là aussi, bien maquillée, le sourire poli, les jambes croisées avec assurance. Elle n'était même pas censée être présente. Mais elle tenait à soutenir Marc, comme si elle avait un rôle légitime dans cette mascarade. Quand le juge a demandé à Léo s'il voulait exprimer quelque chose, je m'attendais à ce qu'il dise quelques mots sur moi. N'importe quoi. Même un souvenir. Mais non. Il s'est levé. Et avec cette assurance que je ne lui connaissais pas, il a dit : Je pense que mon père mérite d'être heureux avec la personne qu'il aime vraiment. Et moi, je veux vivre dans un environnement heureux. Avec lui et Sophie. Mon cœur s'est figé. C'était donc ça, l'amour d'un enfant ? Remplaçable. Jetable. Révisable. Je n'ai pas pleuré. Pas là. Pas devant eux. Je me suis contentée de lever la main. Et j'ai dit ces mots, qui résonnent encore dans ma tête aujourd'hui. Je renonce. À la garde. À tout. S'ils veulent effacer mon existence, qu'ils le fassent en entier. Silence. Même le juge semblait désarçonné. Il a répété ma phrase comme s'il n'avait pas compris. Et j'ai confirmé. Calme. Clair. Froidement. J'ai tourné la tête vers Marc, puis vers Léo. Et j'ai vu dans leurs yeux une étrange panique. Comme s'ils ne s'attendaient pas à ce que je m'efface aussi facilement. Mais ils ne comprenaient pas. Ce n'était pas un effacement. C'était une libération. Je suis rentrée chez moi. Seule. J'ai ouvert mon placard. J'ai sorti une valise. Je ne savais pas où j'allais, mais je savais une chose, je ne resterais pas ici. Pas dans cette maison qui ne m'appartenait plus. Pas dans ces murs pleins de souvenirs devenus toxiques. Avant de partir, j'ai laissé une lettre. Une simple feuille, posée sur la table de la cuisine. Vous m'avez choisi comme adversaire. Je refuse le rôle. Alors jouez à deux. Bonne chance. Aucun reproche. Aucune supplication. Juste une vérité nue. Puis j'ai fermé la porte. Définitivement. Je ne savais pas encore où j'allais. Je n'avais ni plan, ni feuille de route, ni certitude. Mais pour la première fois depuis des années, j'étais seule avec moi-même. Et curieusement, ça ne faisait pas peur. Ça faisait du bien. J'ai pris le premier train, sans même regarder la destination. Une petite ville côtière, pas très loin, mais suffisamment isolée pour que personne ne pense à m'y chercher. J'avais juste une valise, quelques vêtements, mes papiers, et l'envie urgente de ne plus exister pour eux. J'ai trouvé un studio en location, minuscule mais lumineux. Un endroit silencieux, où personne ne me connaissait, où je pouvais respirer sans être jugée, sans être trahie. La première nuit,
j'ai dormi 12 heures d'affilée. Sans cauchemar. Sans sursaut. Juste moi, enfin seule et en paix. Le lendemain, j'ai trouvé un petit boulot à la bibliothèque municipale. Rien d'extraordinaire, ranger, classer, accueillir. Mais il y avait quelque chose de rassurant dans ce calme, dans cette routine, dans le fait de ne plus être la femme de, la mère de. Juste Élise. Une des bibliothécaires, Maude, a remarqué que j'étais nouvelle. Elle n'a rien demandé, pas de curiosité malsaine, juste un sourire sincère et un. Si t'as besoin de parler, je suis là. Mais si t'as juste besoin de silence, je suis là aussi. C'est elle qui m'a proposé un jour de couper mes cheveux. Radical, mais libérateur, disait-elle. J'ai dit oui. Et c'était vrai. J'ai regardé tomber ces mèches longues, ces années d'effacement, de compromis, d'attente, et c'était comme si je les laissais enfin derrière moi. Je me suis acheté un carnet. Un vrai, pas un journal numérique. J'ai recommencé à écrire. Pas pour me plaindre. Pour comprendre. Pour déposer tout ce que j'avais gardé en moi. J'ai rempli des pages entières de colère, de silence, de résilience. Et plus j'écrivais, plus je me souvenais de celle que j'étais avant eux. Un soir, en rentrant à pied de la bibliothèque, j'ai croisé un couple avec un enfant. Ils riaient. Et j'ai souri aussi, sans jalousie, sans tristesse. J'ai compris que je ne voulais plus se passer là. Pas comme ça. Pas avec ceux qui avaient piétiné mon cœur sans hésitation. Le lendemain, j'ai supprimé mes réseaux sociaux. J'ai bloqué Marc, Léo, tous. Pas par vengeance. Par nécessité. Parce que je voulais exister en dehors de leur regard. Ils m'avaient volé assez de temps. Et dans ce nouveau silence, j'ai commencé à entendre quelque chose que j'avais perdu depuis longtemps. Ma propre voix. Sur Instagram, tout avait l'air parfait. Marc postait des photos de lui et Sophie en train de refaire la cuisine nouveau départ, disait la légende. Sur une autre, il souriait bras dessus bras dessous, avec Léo au milieu, devant un sapin de Noël bien garni. Les commentaires étaient pleins de « tellement heureux pour vous » et de petits cœurs rouges. Mais moi je savais. Je savais ce qui se cachait derrière ces filtres. Parce que Léo, malgré tout, m'envoyait encore quelques messages. Rien d'affectueux. Juste des « coucou maladroits » ou « t'as changé de numéro », comme s'il cherchait un prétexte pour rouvrir un dialogue qu'il avait lui-même réduit au silence. Et puis un jour, il a laissé échapper une phrase qui en disait long. Sophie m'a interdit de jouer dans ma chambre après 20 heures. Trop de bruit, soi-disant. Ou encore. Papa dit qu'il va m'inscrire en pensionnat. Sophie trouve que j'ai besoin d'un cadre. Voilà. Ça commençait. La belle-mère de rêve montrait enfin son vrai visage. Léo n'était pas l'enfant qu'elle avait imaginé dans son conte de fées. Il était un ado, avec ses cris, ses jeux vidéo, ses fringales à minuit, et elle n'avait pas signé pour ça. Elle voulait un homme, pas un package. Marc, lui, ne disait rien. Il jouait au parfait petit mari. Il fermait les yeux sur les tensions. Il faisait passer la paix de son couple avant l'équilibre de son fils. Classique. J'ai vu que Léo commençait à se replier. Il était moins présent en ligne. Moins enthousiaste. Et quand il postait, c'était souvent des photos de lui seul. Des selfies sans filtre. Regard vide. Sourire forcé. Et pourtant, sur le profil de Sophie, tout continuait comme si de rien n'était. Elle postait des citations inspirantes du style « Entoure-toi de ce qui te fait grandir ». Traduction « Débarrasse-toi de ce qui te dérange ». J'ai su que la façade allait craquer. Tôt ou tard. Mais je n'ai rien dit. Je n'ai pas tendu la main. Parce que ce n'était plus à moi de venir réparer ce qu'ils avaient choisi de briser. Ils voulaient cette vie-là ? Très bien. Alors qu'ils assument tout ce qui vient avec. Moi, de mon côté, je respirais. J'apprenais à être heureuse autrement. Mais eux, ils commençaient à découvrir que ce qu'on idéalise finit toujours par montrer son vrai visage. Un matin, en ouvrant ma boîte aux lettres, j'ai découvert une enveloppe officielle. L'adresse de mon ancienne maison figurait toujours sur certains documents administratifs.
Une formalité. Rien d'important. Mais voir cette adresse m'a glacé. C'était une piqûre de rappel. Comme une voix du passé qui me disait « Tu crois avoir tourné la page ? Regarde derrière toi. » Mais je ne l'ai pas ouverte. Je l'ai jetée. Sans l'ouvrir. Parce que je refusais de donner à ce passé une seule seconde de plus. Maude, ma collègue, m'a regardé ce jour-là avec une bienveillance rare. Elle a su, sans poser de questions, que j'étais en train de lutter contre des fantômes. Et c'est elle qui m'a proposé d'assister à une soirée lecture organisée par la ville. Tu devrais venir. Juste pour écouter. Ou te changer les idées. Je suis allée à reculons. Mais là-bas, j'ai découvert un petit monde parallèle. Des gens simples, passionnés, qui parlaient de livres avec des étoiles dans les yeux. Et surtout, j'ai rencontré Louis. Calme, discret, le genre d'homme qui écoute plus qu'il ne parle. Il m'a souri. Pas un sourire de séduction. Un sourire sincère. Rare. On a parlé de poésie. D'auteurs que j'aimais autrefois, avant que ma vie devienne une longue course pour sauver un mariage que j'étais la seule à vouloir maintenir. À partir de ce soir-là, Louis est revenu souvent à la bibliothèque. Il empruntait des livres qu'il avait déjà lus, juste pour avoir une excuse. Et moi, je faisais semblant de ne pas comprendre. Mais au fond, ça me réchauffait. Un jour, il m'a dit « T'as l'air de quelqu'un qui revient de loin. » Je n'ai rien répondu. Mais il avait raison. Je revenais de loin. D'une vie où j'étais invisible. Où mes besoins passaient après tout le monde. Où même mes silences étaient interprétés comme des défauts. Ce soir-là, je suis rentrée, j'ai ouvert mon journal et j'ai écrit une phrase simple. Je suis en train de me retrouver. Et elle me plaît, cette femme. Puis, sans prévenir, j'ai supprimé tous mes comptes. Facebook, Instagram, WhatsApp, même les numéros. Marc, Léo, Sophie. Tous effacés. Pas par haine. Par amour-propre. Parce que je refusais de vivre en vitrine, d'espionner des gens qui ne m'avaient pas choisi, de rester attaché à une douleur entretenue par curiosité. Et dans ce vide numérique, j'ai trouvé une liberté immense. J'existais. Pas pour les likes. Pas pour les regards. Mais pour moi. Le silence s'était installé entre eux. Un silence lourd. Collant. Gênant. Sophie ne souriait plus autant sur les photos. D'ailleurs, elle postait moins. Beaucoup moins. Fini les citations inspirantes. Fini les brunchs parfaits en famille recomposée. Même les filtres ne parvenaient plus à cacher l'évidence, ça n'allait plus. Et Léo, lui, il s'effaçait. Il ne m'envoyait plus de messages. Plus de coucou maladroit. Plus de t'es où ? Rien. Il avait disparu des radars. Mais pas des miens. Parce qu'un jour, Maude m'a tendu son téléphone avec un regard grave. Elle était tombée sur une publication anonyme dans un groupe local. Je me sens de trop dans ma propre famille. J'ai cru faire le bon choix, mais maintenant, j'ai l'impression de ne plus avoir de maison du tout. Ce n'était pas signé. Mais je savais que c'était lui. Je le sentais. Et le même jour, j'ai reçu un mail. D'un expéditeur inconnu. Aucun mot. Juste une photo, un carnet de correspondance avec un mot écrit en rouge. Comportement préoccupant. Isolement. Manque de repères familiaux. Léo. Mon fils. Celui qui m'avait regardé dans les yeux au tribunal pour dire qu'il voulait vivre chez son père. Celui qui avait tourné le dos à tout ce que j'étais. Il était en train de tomber. Mais je n'ai pas réagi. Pas tout de suite. Parce que je savais ce qu'ils attendaient, que je revienne. Que je me précipite. Que je joue encore ce rôle de sauveuse. De mère parfaite. De filet de sécurité. Mais cette fois, non. Je n'étais plus le plan B. Et de l'autre côté, chez Marc, la tension montait. Sophie avait cessé de faire semblant. Elle voulait moins de bruit, moins de chaos, moins de responsabilité. Elle n'avait jamais voulu d'un ado dans sa cuisine,
encore moins d'un ado brisé. Un soir, elle aurait dit à Marc: « Ton fils me pompe mon énergie. Il n'est pas mon problème. » Et Marc, fidèle à lui-même, n'a rien dit. C'est là qu'il a évoqué la possibilité d'envoyer Léo en pension. Oui, en pension. Comme on expédie un meuble gênant. Léo l'a entendu. Et c'est à ce moment précis qu'il a compris, il n'était plus le choix. Il était devenu le problème. Alors, il a paniqué. Il a cherché à me joindre. Mais il n'avait plus mon numéro. Mes réseaux étaient coupés. Il ne savait même plus dans quelle ville je vivais. Il m'avait effacé. Et maintenant, il voulait me retrouver. Mais ce qu'il ignorait encore, c'est que la femme qu'il espérait revoir n'existait plus. J'étais en train d'installer des chaises pour le club de lecture du jeudi soir quand Maud m'a tapé l'épaule. T'as encore reçu une lettre. Manuscrite cette fois. Pas de timbre. Quelqu'un l'a glissée directement dans la boîte. Je l'ai prise entre mes mains. L'écriture, je la reconnaissais. Même si elle avait changé, même si elle semblait trembler un peu, c'était bien celle de Léo. Je suis restée figée un instant, comme si l'enveloppe brûlait mes doigts. Puis je l'ai rangée dans mon sac, sans l'ouvrir. Pas encore. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi avec un nœud dans le ventre. Je l'ai posée sur la table. J'ai tourné autour comme si elle allait exploser. Et puis, dans un élan d'adrénaline, je l'ai ouverte. C'était une lettre. Simple. Sincère. Déchirante. Maman. Je sais que je n'ai pas le droit de t'écrire. Je sais que je t'ai trahi. Je ne vais pas t'inventer des excuses. Mais j'ai fait une énorme erreur. Je croyais choisir la bonne chose. Je croyais qu'en soutenant papa, j'étais loyale. Mais je me suis perdue. Et maintenant, j'ai besoin de toi. Je ne sais plus où aller. Je ne reconnais plus ma vie. Je t'en supplie, laisse-moi te voir. Juste une fois. Je suis restée sans voix. Ce n'était plus le garçon qui m'avait rejetée avec arrogance. C'était un adolescent perdu, brisé, qui cherchait un repère. Et ce repère, c'était moi, celle qui l'avait piétiné pour suivre une illusion. J'ai respiré un grand coup. Puis un autre. Et j'ai passé la nuit à écrire une réponse. Pas un roman. Juste quelques phrases. Pas de reproches. Pas de jugement. Léo, je te lis. Je t'entends. Je ne sais pas encore ce que je ressens. Mais je veux bien te voir. Une fois. Dans un lieu neutre. Pas pour effacer. Juste pour comprendre. Je lui ai donné rendez-vous dans un petit café discret, au bord du port. Un endroit calme, sans foule, sans bruit. Je lui ai indiqué l'heure, le jour. Et j'ai signé, Élise. Pas maman. Pas encore. Puis j'ai envoyé la lettre à l'adresse de son école. Une seule fois. Sans assurance. Sans suivi. S'il la recevait, il viendrait. Sinon, j'aurais fait ma part. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que cette rencontre allait tout bouleverser. Et que pour la première fois depuis longtemps, ce serait à lui de prouver s'il méritait de revenir dans ma vie. Le jour du rendez-vous, je suis arrivée en avance. 15 minutes, pour être exact. J'avais choisi une petite table au fond, face à la mer, là où personne ne viendrait nous déranger. J'avais les mains moites, le cœur qui tambourinait dans ma poitrine. Et pourtant, à l'extérieur, j'étais droite. Maquillée avec sobriété. Robe simple. Regard calme. Je m'étais promis une chose, ne pas flancher. Quand Léo est entré, je l'ai reconnu immédiatement. Il avait grandi. Son visage avait changé. Mais ses yeux étaient les mêmes que lorsqu'il avait peur du noir petit. Sauf que cette fois, il n'avait pas peur de l'ombre. Il avait peur de moi. Il s'est arrêté à quelques pas, hésitant, comme s'il ne savait plus s'il pouvait encore m'appeler maman. J'ai hoché doucement la tête, lui indiquant la chaise en face. Il s'est assis. En silence. Le serveur est venu, a pris nos commandes de chocolat chaud. Comme avant. Puis plus rien.
Juste ce silence étrange, tendu, lourd de souvenirs qu'on n'ose pas évoquer. Et puis il a parlé. Je sais que j'ai tout gâché. Je ne veux pas que tu me pardonnes. Je veux juste que tu saches que, je comprends maintenant. Tout. Ce que tu as vécu. Ce que j'ai dit. Ce que j'ai laissé faire. Ses mains tremblaient. Il les a glissées sous la table. Sophie ne me parle plus. Papa est distant. Il ne me regarde plus comme avant. Je suis juste un poids. Un truc qu'il se refile. J'ai écouté. Sans l'interrompre. Il fallait qu'il vide son sac. Et tu sais, quand j'étais petit, je me disais que peu importe ce qui arrivait, t'étais toujours là. Que tu gérais tout. Et je t'en ai voulu, parfois, parce que t'étais fatiguée, parce que tu criais, parce que t'étais pas parfaite. Mais maintenant je comprends que t'étais juste en train de t'accrocher à tout toute seule. Il a levé les yeux. Et c'est là que j'ai vu ses larmes. Pas des larmes de victime. Des larmes de prise de conscience. Je n'ai pas pleuré. J'ai respiré profondément, puis j'ai dit calmement. Et tu m'as brisé, Léo. Mais je suis en train de me reconstruire. Et cette version de moi, celle que tu vois là, elle n'a plus besoin d'être approuvée pour exister. Il a baissé les yeux. Il savait que c'était vrai. Je t'ai donné rendez-vous parce que tu es mon fils. Et parce que je veux croire que tu peux être meilleur. Mais je ne suis pas ici pour réparer ce que vous avez détruit ensemble. Cette fois, c'est à toi de faire le chemin. Il a acquiescé. Lentement. Comme s'il mesurait enfin l'ampleur de ce qu'il avait perdu. En partant, je lui ai laissé un mot griffonné sur une serviette. On ne revient pas toujours en arrière. Mais on peut toujours avancer mieux. Et je suis sortie du café sans me retourner. Parce que je savais que pour la première fois, c'était à lui de me suivre. Une semaine s'est écoulée après ce café. Une semaine sans message. Sans signe. Sans bruit. Et, pour être honnête, je n'attendais plus rien. J'avais dit ce que j'avais à dire. J'avais planté la graine. S'il voulait qu'elle pousse, c'était à lui d'arroser. Mais un matin, en arrivant à la bibliothèque, j'ai trouvé un carnet noir posé sur le comptoir. Aucun nom, aucune note, rien. Juste un élastique autour, et une étiquette avec mon prénom, Élise. Je l'ai ouvert dans la salle de repos, le cœur un peu serré. C'était un journal. Le sien. Page après page, il avait tout écrit. Tout ce qu'il n'avait jamais dit. Les disputes avec Sophie. Le vide à la maison. Les silences pesants avec Marc. Ses nuits sans sommeil. Sa honte. Sa colère. Son regret. Il avait même recopié certains moments de notre vie ensemble. Nos recettes du dimanche. Nos soirées à jouer aux cartes. Mon parfum préféré. La manière dont je faisais semblant de dormir pour qu'il aille se coucher plus tôt quand il était petit. C'était déchirant. Et bouleversant. Et puis, tout à la fin, sur la dernière page. Je ne veux pas revenir en arrière. Je veux avancer avec toi. Même si ça prend du temps. Même si je dois d'abord mériter un simple bonjour. J'ai reposé le carnet, les mains tremblantes. Il ne me demandait pas de le reprendre dans ma vie comme avant. Il demandait juste une seconde chance. Et ce soir-là, j'ai pris une décision. Pas pour lui. Pour moi. J'ai appelé Maude. Je lui ai dit que j'allais prendre 2 jours de congé. J'ai loué une petite maison à la campagne, pas loin. Et j'ai envoyé un message, le premier depuis des mois. Et si tu veux me parler, vraiment, viens me rejoindre ici. 2 jours. Pas pour te juger. Pas pour effacer. Juste pour repartir de zéro. Il m'a répondu dans la minute. J'y serai. Quand il est arrivé, il avait les yeux fatigués, les épaules affaissées, mais quelque chose avait changé. Il n'était plus ce garçon sûr de lui qui pensait tout savoir. Il était un fils qui voulait réparer. On a marché dans la forêt. On a cuisiné ensemble. Il a posé 1000 questions, il a écouté mes réponses. Il ne m'a pas interrompu une seule fois. Et pour la première fois depuis ce fameux tribunal, j'ai ri avec lui.
Il y a eu un moment très précis, lors de ce week-end à la campagne, où j'ai su que quelque chose avait basculé. C'était le deuxième soir. On dînait tranquillement, Léo avait mis la table, et au lieu de son habituel silence gêné, il a dit : « Et tu sais, j'ai parlé à papa. Je lui ai dit que je voulais passer plus de temps avec toi. » Il n'a pas vraiment réagi. Juste un « fais comme tu veux, point ». Et là, j'ai vu dans son regard, pas de colère. Pas même de tristesse. Juste une lucidité nouvelle. Il n'attendait plus rien de son père. Il n'espérait plus qu'il change. Il avait compris, comme moi autrefois, qu'il valait mieux avancer seul que mal accompagné. Mais ce qui m'a vraiment touché, c'est ce qu'il a ajouté ensuite. Je me souviens du matin où tu pleurais dans la cuisine. Je faisais semblant de ne pas entendre, mais en fait, je t'entendais. Je crois que j'ai eu honte. Et je t'en ai voulu, parce que j'étais trop petit pour comprendre que tu pleurais pour nous deux. J'ai posé ma main sur la sienne. Et cette fois, il ne l'a pas retirée. Le lendemain, alors qu'on rangeait la maison, j'ai trouvé un petit mot glissé dans mon sac. Un simple post-it, écrit à la va-vite. Merci de m'avoir attendu. Même quand je ne le méritais pas. C'était Léo. Et cette phrase-là, c'était tout ce que j'avais attendu pendant des mois. Quand je suis rentrée chez moi, mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu. Je n'ai pas décroché, mais le message vocal a été laissé. C'était Marc. Sa voix était sèche, tendue. Je ne sais pas ce que tu racontes à Léo, mais il veut changer de garde. Il dit que tu es sa référence maintenant. Je t'interdis de le monter contre moi. Je n'ai même pas écouté la fin du message. Je l'ai supprimé. Parce que voilà la vérité, je ne disais rien à Léo. Je n'avais pas besoin. Les actes parlaient pour moi. L'amour qu'il retrouvait. La paix qu'il ressentait. La stabilité que j'avais mis des mois à reconstruire. Marc, de son côté, récoltait simplement ce qu'il avait semé, l'indifférence, l'absence, la priorité donnée à sa nouvelle vie au détriment de son propre fils. Léo, lui, avait pris sa décision. Il a demandé une révision de garde. Il voulait vivre avec moi. Pas parce que je lui faisais des promesses. Mais parce qu'ici, il retrouvait quelque chose qu'il pensait avoir perdu à jamais, une mère présente, forte, debout. Et moi, je n'étais plus la femme détruite du tribunal. J'étais devenue une femme nouvelle. Pas par vengeance. Par renaissance. Le jour de l'audience pour la révision de garde, j'étais là. Pas tremblante. Pas fragile. Droite, posée, calme. Cette fois, je n'étais plus celle qu'on pointait du doigt. J'étais celle qu'on regardait avec respect. Marc est arrivé en retard. Cravate mal nouée. Visage tendu. Il avait l'air de quelqu'un qui sent que le sol commence à se fissurer sous ses pieds. Sophie n'était pas là. Pas cette fois. Elle avait un déplacement. Ironique, quand on sait à quel point elle tenait à tout contrôler au début. Léo, lui, est arrivé avec sa référente scolaire. Elle était là pour témoigner de son bien-être ces dernières semaines. De ses progrès. De sa stabilité retrouvée. Parce que oui, il allait mieux. Beaucoup mieux. Et tout le monde pouvait le voir. Quand le juge a demandé à Léo de parler, il s'est levé grand, calme, déterminé, et il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. J'ai cru que choisir mon père, c'était faire le bon choix. Mais j'avais juste peur que ma mère me quitte si je ne prenais pas parti. Aujourd'hui, je ne veux pas choisir. Je veux juste vivre avec la personne qui a toujours été là, même en silence. Et il a tourné les yeux vers moi. Le juge a rendu sa décision le jour même. La garde principale me revenait. Sans contestation. Marc n'a rien dit. Il a juste serré les mâchoires et regardé ailleurs, comme s'il cherchait quelqu'un à blâmer, sans oser se regarder dans un miroir. Sur le chemin du retour, dans le train, Léo s'est assis en face de moi. Il m'a tendu ses écouteurs. Une vieille chanson qu'on écoutait ensemble quand il était enfant. Il n'a rien dit. Il n'avait pas besoin. Nos silences parlaient mieux que des mots. Arrivé à la maison, il a posé sa valise dans le coin, et il m'a regardé comme s'il découvrait les lieux pour la première fois.
T'as changé la couleur des murs? Oui. J'avais besoin de lumière. C'est mieux comme ça. Et il a souri. Le soir même, en rangeant ses affaires, il est tombé sur un vieux dessin qu'il m'avait offert à la maternelle. Moi, avec une cape de super-héros. Maman la plus forte du monde, disait-il. Il m'a tendu le dessin, les yeux brillants. Je crois que t'as mérité ta cape, maintenant. Et j'ai compris que, malgré tout, malgré les ruptures, les déchirures, les humiliations, j'avais gagné. Pas une vengeance. Pas un combat juridique. Non. J'avais regagné mon rôle de mère. Mon vrai rôle. Celui qu'on ne m'avait pas enlevé. Celui que j'avais dû reconstruire brique par brique, avec patience et silence. Aujourd'hui, notre maison est simple. Pas parfaite. Pas instagrammable. Mais elle est pleine de paix. Et chaque fois que je croise mon reflet dans le miroir, je me rappelle. Ce n'est pas la douleur qui m'a défini. C'est ce que j'en ai fait.